Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Matières premières et fondamentaux. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à 4 actifs, à savoir le pétrole, le nickel, le blé et enfin l'argent. On va tout de suite commencer par le pétrole qui est au cœur des problématiques issues du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Les États-Unis ont annoncé un embargo sur l'importation de pétrole, de gaz et d'énergie russe dans le cadre des sanctions économiques imposées à la Russie. Donc ces mesures ne sont pas très importantes puisque les États-Unis, cela leur réduira de 8% leur approvisionnement annuel en pétrole et en produits raffinés et de 3,5% en pétrole brut. L'Union européenne, quant à elle, est beaucoup plus dépendante de la Russie puisqu'elle importe environ 2,5 millions de barils par jour de pétrole russe, tandis que les États-Unis en importent environ 100 000 barils par jour. La situation actuelle peut commencer à être comparée à celle de l'interdiction du pétrole irakien au début des années 90, lorsque l'Irak avait envahi le Koweït. Cette opération a été connue sous le nom de tempête du désert. À cette époque, les prix avaient bondi de 140%, mais s'étaient stabilisés quelques mois après. Cette comparaison actuelle nous indique que la hausse des prix pourrait en fait n'être qu'à son début et pourrait atteindre des niveaux encore plus extrêmes. Malgré l'absence de sanctions à l'encontre du pétrole et du gaz naturel russe, les entreprises occidentales commencent à s'auto-sanctionner et à arrêter certaines de leurs activités en Russie. Et à moins que des sanctions officielles ne soient imposées sur le pétrole russe, la situation pourrait se stabiliser au cours des 6 à 8 prochaines semaines lorsque les entreprises sauront plus clairement ce qu'elles peuvent faire et ce qu'elles ne peuvent pas faire. L'AIE souligne qu'il existe en fait de nombreuses capacités de production inutilisées dans le monde. En effet, l'OPEP pourrait à elle seule augmenter sa production d'environ 5 millions de barils par jour. Donc là, on a une comparaison entre la situation de l'époque Irak-Koweït, pendant la guerre du Koweït, et celle de la situation actuelle de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc on voit clairement que la situation est à peu près similaire et qu'on pourrait donc s'attendre à une augmentation très nette des prix du pétrole comme ça avait été le cas à l'époque ici atteignant $180 par baril. Donc ici le pétrole de qualité uralienne, donc c'est un pétrole de qualité médiocre, s'échange avec une décote de près de $30. Alors même si cette décote est importante, les sociétés pétrolières restent quand même réticentes à acheter des matières premières russes, notamment avec les sanctions qui sont infligées à la Russie. Graphiquement, en données journalières, on voit bien que le pétrole a arrêté sa progression au niveau de la résistance à 131,54. Toutefois, vu que la situation en Russie, en Ukraine ne semble pas vraiment s'améliorer, on pourrait s'attendre à ce que les prix du pétrole continuent à augmenter, notamment à cause des problèmes d'approvisionnement. Et ce qui est confirmé par notre RSI qui est au-dessus de sa zone de neutralité, ce qui signifie que les acheteurs ont l'avantage. En données hebdomadaires, on voit ici que le pétrole également a arrêté sa progression au niveau de cette résistance, qu'il se replie en direction du retracement de Fibonacci à 100% de la baisse de juin 2014. C'était la période où le marché pétrolier était déséquilibré, la production pétrolière était en surproduction et on assistait à une baisse de la demande mondiale. Et notre RSI ici est confirmé
On confirme la tendance haussière également, puisqu'il est au-dessus de la zone de surachat. On va passer maintenant au nickel. Le nickel qui est un métal très important, notamment pour la production de batteries de véhicules électriques, donc ce qui pénalise un petit peu le secteur automobile qui fait déjà face à la pénurie de semi-conducteurs. Le prix du nickel a atteint les 100 000 $ par tonne au cours de la session asiatique et les prix dans les échanges à Londres ont même dépassé les 80 000 $ par tonne. Le London Metal Exchange, qui est la bourse de référence des métaux, a suspendu les échanges de nickel au moins jusqu'à la fin de la journée. Il a interrompu les règlements des contrats à terme sur le nickel et les livraisons physiques de marchandises en raison des conditions extrêmes des marchés. Les stocks mondiaux de nickel restent extrêmement bas et la possibilité que des sanctions interrompent l'approvisionnement russe incite donc les opérateurs à prendre livraison physiquement. La Russie, il faut savoir, représente environ 27% des exportations mondiales de nickel brut et environ 17% des exportations de nickel de qualité supérieure. Alors, l'unité de négociation de la China Construction Bank avait fait en fait un pari baissier, avait une importante position à la vente sur le nickel et en fait le rallye haussier du nickel a déclenché des appels de marge et a amplifié en fait les mouvements de prix sur le marché du nickel. Donc on voit ici que les stocks de nickel au LME, donc à London Mercantile Exchange, s'élèvent à seulement ici 77 000 tonnes, alors que dans les années 2000, ils étaient beaucoup plus élevés. Donc la Russie est un grand exportateur de nickel brut et donc la majorité de ces marchandises russes est exportée vers l'Europe, notamment aux Pays-Bas pour 31%, en Allemagne avec 11%, la Suisse presque 10% et la France 1,57%. La Chine représente également une importante partie des exportations de nickel brut russe. Donc, graphiquement, le nickel, les prix du nickel ont chuté de plus de 38% depuis leur récent record historique. Et est-ce que cela va marquer la fin du rallye express de ce métal industriel? En tout cas, les prix du nickel se dirigent vers la moyenne mobile de cette période, la ligne orange ici, donc au niveau des 41 825, et qui représente le dernier rempart avant le support de 36 707. D'un point de vue technique, le RSI a cassé la ligne de la zone de surachat de 70, ce qui généralement nous donne un signal de vente. Alors il faut savoir que toutefois, le nickel est un métal extrêmement volatile, donc les prix pourraient aussi repartir à la hausse en direction du récent sommet du 7 mars à 55 778. Donc ça, il faudra suivre cette situation puisque pour le moment, le marché du nickel est fermé à la London Mercantile Exchange et normalement devrait être fermé jusqu'à au moins aujourd'hui. Voilà. Maintenant, passons au blé. Les échanges de blé sur les marchés boursiers américains ont également été interrompus récemment, les prix ayant atteint des niveaux extrêmes. Donc il faut savoir que la Russie et l'Ukraine sont considérés comme les greniers à blé de l'Europe. Ils représentent environ 30% quand même des exportations mondiales de blé. Et la guerre qui fait rage en Ukraine pourrait avoir endommagé en fait les récoltes ukrainiennes. Et les exportations russes pourraient être affectées par des sanctions occidentales, comme dans le cas du pétrole aux États-Unis, qui est sous embargo. L'Égypte est le premier importateur mondial de blé et donc cherche à s'approvisionner ailleurs qu'en Russie et en Ukraine. Les stocks mondiaux de blé permettraient de satisfaire la consommation mondiale pendant environ 130 jours, tandis que les stocks de blé européens ne dureraient que 33 jours.
et la demande de blé européen augmente, tandis que la demande de blé ukrainien et russe diminue. Donc ici, c'est illustré par un graphique qui nous montre les stocks mondiaux de l'Union européenne et les stocks mondiaux ici à 130 jours et les stocks de l'Union européenne exprimés en jours de consommation ici à 33. Donc on a un écart qui est vraiment très important. Donc, graphiquement, le prix du blé a bondi de 60 à 70% depuis le début du mois de février. Les prix ont bondi d'environ 50% lorsque les exportations de blé russe avaient été interdites. Et donc, si l'on considère l'action des prix entre 2001 et 2007, la cible potentielle de la reprise des cours pourrait être en fait la zone des 1460 ici et la zone des 1640 cents par boisseau. Graphiquement, en données journalières, on voit que le blé a atteint des récents sommets, que la hausse a été stoppée. Les cours sont venus se replier sous la résistance à 1272 cents par boisseau. Mais on remarque quand même que d'un point de vue technique, le RSI est en zone de surachat. Et donc que les acheteurs ont l'avantage. Et vu la situation en Ukraine, les prix du blé pourraient repartir à la hausse, notamment avec la baisse des stocks qui s'intensifie. Enfin, nous allons terminer par l'argent. Et l'argent qui fait partie des métaux précieux qui ont connu une hausse très importante, puisqu'ils sont considérés comme des valeurs refuges. En temps de guerre, les investisseurs se dirigent plutôt vers l'or ou les métaux précieux. La hausse des prix du cuivre pourrait en effet soutenir les cours de l'argent, car en fait les deux matières premières sont extraites ensemble. On remarque toutefois un petit décalage entre le marché de l'or et le marché de l'argent, puisque les gains de prix sur le marché de l'or dépassent les gains de prix sur le marché de l'argent. Les modèles saisonniers laissent entrevoir la possibilité d'un léger repli sur l'argent. Et les positions des ETF sur l'argent n'ont guère changé, tandis que les ETF sur l'or ont considérablement augmenté leur position. Ce qui va être illustré par ce graphique. On voit ici que les ETF sur l'argent ont été plutôt inactifs, puisque la ligne est relativement plate, tandis qu'on remarque des fortes hausses sur le marché de l'argent. Donc, graphiquement, l'argent évolue au niveau du point médian du range théorique de la cassure de la formation en triangle. Donc ici, on pourrait donc penser que les cours de l'argent pourraient se diriger vers le niveau des 27 801 qui correspond à la limite supérieure du range de la cassure de la formation en triangle. En données hebdomadaires, on voit bien que la tendance est haussière sur les cours de l'argent, ce qui est confirmé par notre RSI qui est au-dessus de sa zone de neutralité de 50, et donc confirmant la tendance haussière de l'argent. C'est ainsi que s'achève notre analyse hebdomadaire des matières premières et fondamentaux. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Au revoir.